L'application ChatGPT, du nom de ce générateur de texte par intelligence artificielle au cœur de e-tech ce dimanche. Pourquoi de grandes sociétés du monde entier s'en méfient? Quelles conséquences sur la souveraineté des données, le devenir des sociétés, la stabilité des entreprises? Comment l'intelligence artificielle peut-elle dégénérer en menace? Comment s'en servir pour des causes justes, une meilleure communication entre services publics et usagers au Sénégal? Pour en parler, un fin connaisseur et un praticien averti dans le domaine. Fort de ses 10 ans d'expérience, spécialiste sur les questions banques, télécommunications et services publics, Cheikh Ndongo est l'invité d'Ousmane Gueye. À suivre ce dimanche 29 janvier 2023 après les éditions de 7h et 12h sur e-Radio. e-tech, l'émission d'un monde qui change, présentée par Ousmane Gueye. La firme américaine d'e-commerce Amazon qui s'inquiète pour ses données, un notaire qui crée une folle histoire d'héritage en générant un testament imaginaire, des élèves de Sciences Po Paris qui trichent à travers l'application. Voilà pour les grosses frayeurs suscitées par ChatGPT à l'échelle de la planète. Cheikh Ndongo, bonjour. Bonjour Ousmane. Merci de nous rendre visite pour la première fois sur e-Radio. L'essentiel de cette émission, comme l'explique déjà la bande-annonce, sera consacré à ce ChatGPT conçu par la société américaine OpenAI et basé sur l'IA, justement, l'intelligence artificielle. Elle permet de créer ou de générer des réponses textuelles dans plusieurs langues, dont le français. Nous en parlions il y a quelques jours dans la matinale de Mohamed Kandji. Est-ce que ça veut dire, Cheikh Ndongo, que toutes ces questions, que toutes ces réactions en chaîne dans le monde, que ça démontre la complexité de l'IA, de l'intelligence artificielle? Effectivement, Ousmane. Aujourd'hui, on peut dire que nous connaissons aujourd'hui une réelle révolution qui est aujourd'hui motorisée par l'IA. Donc aujourd'hui, on peut voir pas mal d'applications que l'IA peut apporter au quotidien. Donc ce ChatGPT en est un parfait exemple, du moment où il met en fait toute cette capacité aux mains de la population pour pouvoir interagir avec une machine. Mais il faut savoir également qu'on n'est pas dans le début de cette technologie qui est l'intelligence artificielle. Donc nous avons connu les voitures autonomes, nous avons connu les assistants vocaux du type Siri, du type OK Google, etc. Maintenant, aujourd'hui, la révolution est que toutes ces technologies-là sont aujourd'hui aux mains du grand public. Donc, ChatGPT, un moteur qui permet de générer du texte basé en fait sur des prompts que l'utilisateur lui donne, donc des questions ou bien des communications qu'on lui donne. Des instructions. Des instructions pour qu'il puisse en fait analyser et répondre. Mais il faut savoir qu'on en est là parce que en fait, ChatGPT a été vraiment entraîné avec de gros corpus de données. On parle de 175 milliards de paramètres d'entraînement pour arriver en fait à avoir ce niveau de performance de ChatGPT. Et je pense que plus qu'on continue à l'utiliser, plus on va rendre plus intelligent ce ChatGPT, Ousmane. Quel avenir d'ailleurs pour les assistants à l'heure du ChatGPT? En fait, c'est une question aussi importante. Donc, pas mal de personnes, de médias aussi se posent cette question-là. Comment ce ChatGPT va en fait impacter le monde de l'emploi, notamment aussi ces assistants-là. Je fais partie des gens qui pensent que l'IA doit aujourd'hui venir en fait augmenter entre guillemets l'humain. Outil d'aide à la décision, comme on dit. Effectivement, ça doit être un outil d'aide. Ça doit être un outil pour accompagner ces assistants-là, mais pas pour les remplacer. Quelques mots rapides pour vous présenter aux auditeurs de e-tech, experts en architecture des données, système d'information, big data, IA justement. Vous avez travaillé dans plusieurs secteurs, la banque, les assurances, le service public, l'énergie, les télécoms également, en intégrant notamment le groupe Sonatel en avril 2017. Auparavant, vous avez travaillé en tant que consultant pour Veolia, RTE France, gestionnaire du réseau de transport d'électricité, Accenture AI, Crédit Agricole Carrefour, BNP Personal Finance, Orange France, l'Hexagone, où vous avez fait vos études, sanctionnées notamment par un diplôme d'ingénieur généraliste télécom Bretagne. Vous êtes également passé par la Tunisie pour les classes préparatoires donc aux grandes écoles, d'où peut-être votre maîtrise de l'arabe en plus de l'anglais et naturellement du français, Cheikh Ndongo. On parle beaucoup des enjeux éthiques quand il est question d'IA. Comment l'IA peut devenir une source de danger pour le vivre ensemble, l'humain, simplement? Bien que l'IA peut
avoir des résultats vraiment promettants pour le quotidien donc, de la population. L'IA également peut en fait avoir vraiment des impacts sur l'éthique et également le vivre ensemble. On n'a qu'à se poser un certain nombre de questions. Donc aujourd'hui, ces données-là qui aujourd'hui permettent à l'IA d'être intelligent, parce que sans les données d'entraînement, l'IA, entre guillemets, ne réfléchit pas, est un idiot en quelque sorte. Donc ces données-là, il y a vraiment un questionnement qu'on se donne sur ces données-là. Est-ce que ce sont des données qui ont respecté en fait les droits fondamentaux des gens? Donc, est-ce que la collecte, l'utilisation de ces données respecte aujourd'hui les réglementations en vigueur sur la protection des données personnelles? Donc, ça également, c'est un point important qu'on doit noter quand il s'agit en fait de nuancer en fait ce caractère éthique de l'IA. L'autre aspect également qu'on peut noter, c'est vraiment l'aspect, les risques de discrimination que l'IA peut apporter. Aujourd'hui, ces données-là qu'on utilise pour entraîner ces modèles, est-ce que ces données-là sont assez en fait diverses? Est-ce que ces données-là sont assez représentatives de la population mondiale? Est-ce qu'on n'est pas en train de discriminer un certain nombre de personnes ou bien de groupes quand on utilise ces données-là? Donc il y a vraiment un risque de discrimination sur l'IA. Les autres aspects qu'on peut également citer sur l'éthique d'utilisation de ces technologies-là, ce sont les risques en fait de détourner en fait cette intelligence-là pour d'autres finalités qui ne sont pas des finalités qui devraient en fait impacter positivement les gens. Justement, les enjeux économiques, c'est ce que dit en fait Amazon, hein, qui rappelle d'ailleurs on rappelle d'ailleurs qu'Amazon est un des concurrents de Microsoft. Microsoft ayant financé OpenAI, la start-up derrière ChatGPT, ce que Amazon dit, c'est que ça peut être des données qui peuvent tomber entre les mains de son concurrent et donc lui être fatales. Effectivement, donc c'est effectivement un grand souci pour les grandes entreprises. Donc aujourd'hui, les salariés se posent même la question, est-ce qu'on est libre d'utiliser ChatGPT ou pas? Mais les entreprises sont sur un dilemme. Bien vrai que ChatGPT peut aider à augmenter la productivité d'un certain nombre d'employés, mais également ça peut être un risque pour une entreprise. Amazon a tout à fait raison de prévenir ce genre de cas-là. Pourquoi? Parce que les utilisateurs, les employés qui donnent des informations à ChatGPT qui peuvent être utilisées par ses concurrents, ça peut être vraiment néfaste d'un point de vue économique pour ces entreprises-là. Donc une utilisation intelligente pendant qu'on parle d'IA? Effectivement. C'est là où c'est important. Aujourd'hui, l'IA, quand on le met, on parle de explainable AI pour permettre en fait de pouvoir décortiquer qu'est-ce qui a permis à l'IA de recommander telle ou telle chose. Donc c'est important de pouvoir savoir comment l'IA réfléchit et comment il est utilisé et pour quelle finalité. Oui, mais normalement, comme nous le rappelait une responsable revenue dernièrement au Sénégal pour investir dans la cybersécurité, quand on se connecte, on court déjà un risque. Mais le risque doit être intégré, ce n'est pas nouveau. Bien sûr, en fait, c'est d'ailleurs même pourquoi les agences de réglementation donc, des différents pays en fait, jouent un rôle très important sur ce niveau-là. La sécurité n'est pas aujourd'hui négociable quand on parle de ces technologies-là. Donc, comment les données sont stockées, comment les machines sont entraînées, tout cela doit suivre des règles vraiment très strictes de sécurité et de gestion des données d'entraînement qui sont utilisées par ces machines-là. Oui, mais en même temps, ces masses de données, ce sont des milliards de dollars ou comme on est au Sénégal, de francs CFA. Comment est-ce qu'on peut utiliser ces données à des fins positives? Oui, l'IA, on peut vraiment s'y référer en fait pour vraiment révolutionner plusieurs secteurs. L'IA est aujourd'hui applicable dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'énergie. Aujourd'hui, les entreprises l'utilisent pour mieux connaître leurs clients, pour pouvoir les recommander des actions, pour pouvoir les recommander des offres, pour pouvoir également anticiper des douleurs de ses clients, de pouvoir anticiper leurs problèmes et de pouvoir y répondre de façon proactive. Donc l'IA permet en fait d'automatiser également certaines tâches qui sont vraiment des tâches complexes où il n'y a pas de valeur ajoutée à mettre des employés dessus. Donc aujourd'hui, on peut vraiment se référer
aux applications de l'IA pour pas mal d'usages. Oui, vous êtes un spécialiste par ailleurs du service public, hein. On l'a dit très très rapidement, mais ça reste important au cœur d'ailleurs de votre parcours. Cheikh Ndongo, notre invité ce dimanche sur iRadio, on parle des chatbots. Est-ce qu'au Sénégal, par exemple, on peut avoir des chatbots que l'on interrogerait pour avoir son extrait de naissance à 3 heures du matin? Oui, c'est bien sûr un cas d'application qu'on peut avoir au niveau du Sénégal, donc pour les États, que ce soit les États ou bien les entreprises. En fait, ce qu'il faut, je pense, comprendre, c'est que l'IA doit rejoindre en fait cette initiative de transformation digitale des États et des entreprises. On peut le considérer comme un accélérateur. Donc, suivant la maturité de l'État ou de l'entreprise, on peut voir comment positionner l'IA pour en fait adresser certaines problématiques des clients, des citoyens ou bien des utilisateurs. Cet exemple que vous donnez, par exemple, aujourd'hui, c'est un exemple pertinent pour l'utilisation de ChatGPT. Aujourd'hui, les fondateurs ont mis en place une API qui s'appelle GPT-3. Donc cette API-là peut être intégrée dans les applications ou bien dans les solutions digitales des États ou des entreprises. Donc aujourd'hui, rien n'empêche à un État, à une entreprise qui a déjà des applications d'intégrer ce moteur de générateur de texte pour pouvoir en fait révolutionner la façon dont on interagit avec le citoyen. Et ça pourrait avoir un impact même dans le monde du journalisme qu'un jour un chat GPT présente le journal. Je dis bien sûr, je le dis comme ça en exagérant, ça peut arriver un jour? Oui, bien sûr. Je pense qu'un jour, moi aussi je rêve cela, je rêve que cela vienne un jour. Mais je me dis que tous les métiers devront être AI compatibles. Ça veut dire que devront pouvoir laisser la main à l'IA pour aller jusqu'au bout de ce que la machine peut faire. Mais attention, ne pas oublier tout le temps à ce que l'humain puisse reprendre le contrôle et finaliser, consolider les travaux de la machine. Donc, le journaliste AI compatible, oui, je pense que c'est inévitable. Oui, mais en même temps, ça demanderait peut-être de la formation. La transformation digitale, elle est encore un gros défi, pour ne pas dire une grosse préoccupation dans nos États. Effectivement, c'est comme toutes les révolutions et les transformations. Je pense qu'il y a un aspect vraiment humain qu'on doit recentraliser. Donc aujourd'hui, tout doit être recentré au niveau de l'humain et donc travailler avec l'humain. Et pour cela, il faudrait que cet humain-là soit conscient, soit acculturé de cette nouvelle révolution, de cette nouvelle technologie. Et cette acculturation, naturellement, ça commence par la formation, de pouvoir être formé, de pouvoir former ses collaborateurs, mais aussi de pouvoir disposer des talents suffisamment formés pour maîtriser ces technologies-là. Donc, c'est vraiment un aspect important pour pouvoir en fait bénéficier de cette transformation technologique. Quelqu'un disait que la science accroît l'incertitude et on le voit avec le deepfake aujourd'hui où face à une vidéo, face à un Cheikh Ndongo qui parle en ligne, on se demande si c'est bien lui ou pas. Ce défi de l'authenticité, on doit le gérer comment? Effectivement, c'est un enjeu aussi hyper important que l'IA aujourd'hui nous met sur la table, qui est en fait de pouvoir réguler l'utilisation de cette technologie-là. Donc en effet, aujourd'hui, avec ces technologies de génératrices d'images et de vidéos, on peut bel et bien construire des fake news, on peut vraiment générer des contenus qui n'existent réellement pas. Maintenant, pour pouvoir y apporter des solutions, je pense que ça commence d'abord par la réglementation, par la responsabilité aussi des chercheurs et ingénieurs qui construisent ces modèles-là. Donc on les remet sur leur responsabilité à pouvoir utiliser cette technologie que pour des biens sociétaux et ne pas en profiter pour en fait impacter en fait l'image et également le vivre ensemble que nous avons. 10 ans d'expérience dans plusieurs secteurs aussi divers que la banque, les assurances, le service public, l'énergie, expert en architecture des données, le Sénégalais Cheikh Ndongo est notre invité ce dimanche 29 janvier de l'année 2023 sur iRadio. Une pause de 25 minutes, ce n'est pas l'IA mais c'est bien quelqu'un, un vrai humain de iRadio qui assure le journal sur iRadio. Et on se retrouve donc juste après pour la seconde partie. Je rappelle que nous sommes toujours avec notre compatriote Cheikh Ndongo. Des rues de Paris au couloir du groupe Sonatel, situé cité Keur Gorgui à Dakar, Cheikh Ndongo a beaucoup dit, écrit, fait
est réalisé. Aujourd'hui, lancé au cadre à Veolia, comme Ousmane Bob, manager du data center de Diamniadio, notre invité dimanche dernier, Veolia, mais il y a bien d'autres structures, Orange France, Accenture, RTE France, spécialisée dans la gestion de l'énergie. Cheikh Ndongo est l'invité de E-Tech, 10 ans d'expérience dans la banque, les assurances, le télécom, bien entendu, le service public. Il analyse pour nous l'impact de la technologie sur la marche de la société. Comment une entreprise peut utiliser l'IA pour épouser carrément des contours plus modernes. Merci Ousmane. En fait, l'IA devrait être une continuité de la transformation digitale des entreprises et des États. Ça devrait être aussi un accélérateur. En fait, la finalité d'ailleurs de la transformation digitale, c'est vraiment de pouvoir impacter positivement l'expérience des clients s'il s'agit d'une entreprise, l'expérience des citoyens s'il s'agit d'un État. Parce que d'autres également veulent qu'on considère les citoyens comme des clients, même au sein de l'administration, avec des acteurs qui peuvent noter, qui peuvent être satisfaits ou pas, et donc par conséquent qui peuvent le dire, qui peuvent l'exprimer. Effectivement, moi je vais même plus loin en disant que même les États devraient avoir toutes les technologies et outils de gestion de la relation client en considérant le citoyen comme un client. Moi, je parlais d'habitude de ICRM, Customer Relationship Management. On enlève le customer pour dire Citizen Relationship Management. Donc, aujourd'hui, l'État doit considérer le citoyen comme un client. Donc, de pouvoir lui mettre à disposition des produits et services de qualité qui peut, en fait, améliorer de façon considérable son expérience. Et pour cela, je remets, en fait, la casquette de l'architecte. Pour cela, il faut des capacités, il faut mettre en place des capacités. Donc, l'entreprise ou l'État doit voir quelles sont les capacités digitales, quelles sont les capacités intelligentes qu'ils doivent mettre en place pour répondre à cet enjeu de transformation digitale et data-driven. Et pour cela, il y a plusieurs axes sur lesquels l'entreprise ou l'État, en fait, doit investir, doit travailler. Il y a un axe talent, je pense qu'on en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, on a beau avoir de belles technologies, on a beau avoir des data centers, mais sans de l'expertise, sans des talents sur ce domaine-là, on ne pourra pas avancer. L'autre axe qui est vraiment un axe important, parce que j'aime bien qu'on mette en avant l'éthique et le respect de la vie privée des populations et des clients avant même de parler de bénéfices pour l'entreprise ou bénéfices de l'État, de travailler sur les axes réglementaires, de revoir quelles sont aujourd'hui nos réglementations, de les mettre à jour en fonction en fait, de l'avancée de ces technologies-là. L'autre axe qui est vraiment un axe maintenant important, on parle maintenant des infrastructures. Donc on a aujourd'hui des infrastructures qui peuvent être vraiment obsolètes compte tenu en fait de l'évolution des besoins et des comportements des clients. Aujourd'hui, les clients veulent ce qu'on appelle l'Atawadak, anytime, any device, any content, anywhere. Donc partout où ils sont, avec le matériel ou avec le matériel qu'ils ont, ils doivent pouvoir dialoguer, interagir avec les différents services de l'État. Aujourd'hui, en 2023, il est très difficile de convaincre un citoyen d'aller dans un service public pour demander un papier qu'il pouvait générer depuis chez lui, depuis son canapé. Donc aujourd'hui, l'entreprise ou l'État doit mettre en place ses capacités digitales et ses capacités intelligentes. Et pour cela, ils doivent mettre les infrastructures nécessaires, ils doivent pouvoir utiliser les différents services qui existent sur le marché et les intégrer de façon en fait native dans son système d'information. Oui, donc la transformation digitale, les États doivent se mettre un peu à cet impératif. On parle beaucoup de transformation digitale, Cheikh Ndongo, mais concrètement, si vous rentrez dans une entreprise que vous êtes appelé à transformer digitalement, concrètement, pour l'architecte que vous êtes, vous allez vous y prendre comment ? Effectivement, en fait, je reviens, j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, pour transformer l'entreprise, il faut agir sur les capacités de l'entreprise. Donc, une entreprise, on peut le dire, c'est un ensemble de capacités. Et pour pouvoir la transformer, il faut agir sur ces capacités-là. Maintenant, agir sur ces capacités-là, c'est de savoir mettre à jour des capacités exigeantes, existantes, et de pouvoir les mettre à jour. Et je peux en citer un exemple. Aujourd'hui, par exemple, pour commander, on utilise en fait un site internet où on visualise les produits, mais on n'arrive pas à payer en ligne. Donc, on paye à la livraison. Peut-être
agir sur cette capacité-là, c'est de dire non, au lieu de rester juste à commander et payer en ligne, je vais intégrer un paiement à distance via en fait les mobile money. Donc, on va regarder capacité par capacité de l'entreprise et de voir comment aujourd'hui on doit transformer cette capacité-là pour être aujourd'hui en phase avec les habitudes, avec les comportements du client à ce moment-là. Donc aujourd'hui, ça va commencer par tous les services que l'entreprise met à disposition. Il y a un audit d'abord, un diagnostic de l'existant. Effectivement, c'est un process à respecter. Aujourd'hui, on fait un état des lieux pour voir aujourd'hui quelle est l'architecture de l'entreprise, quelles sont les technologies qui sont utilisées dans l'entreprise, quels sont les services offerts par le système d'information. Et on regarde l'état de l'art, ce qui se fait de mieux à ce moment-là, qui intègre en fait les différentes innovations technologiques. On peut également identifier les gaps analysis entre cet état de l'art-là et l'état des lieux pour pouvoir en fait identifier les roadmaps et les projets de transformation qui sont nécessaires. Ces projets de transformation peuvent être des transformations au niveau socle. Ça veut dire que les capacités que j'ai de façon industrielle, il faut que je les fasse évoluer. Ça peut être des legacy, des systèmes d'information vraiment qui datent de longtemps et qui sont vraiment obsolètes, qui ne sont plus flexibles. Comment je peux rendre ces systèmes-là beaucoup plus flexibles pour pouvoir en fait gérer le time to market, de pouvoir mettre en place des cas d'usage rapidement et de délivrer en toute agilité. L'autre aspect, c'est de pouvoir identifier des cas d'usage avec les métiers. Ça veut dire que je vais me poser avec le marketing pour lui dire aujourd'hui quelles sont leurs problématiques pour mieux adresser les demandes des clients. Aujourd'hui, les marketeurs naviguent sur une grande volumétrie de données. Donc, ils n'arrivent plus à voir quels sont les insights intéressants du client et du moment. Donc, alors qu'il faut questionner les données, justement. Effectivement. Et pour cela, il faut mettre en place des outils adéquats et qui sont d'analyse des données qui sont des projets de cette transformation digitale. Il faut mettre des cas d'usage pour dire qu'il ne s'agit pas seulement d'analyser ces données-là, mais il faut utiliser ces données-là pour pouvoir impacter positivement le client en lui faisant par exemple des offres adaptées, personnalisées en fonction de ses habitudes de consommation. Tout cela peuvent être des projets de transformation, des cas d'usage de transformation qui entrent dans la transformation globale de l'entreprise. Et une transformation, est-ce que c'est un état définitif ou c'est plutôt un processus? Est-ce qu'on finit un jour de se transformer digitalement, autrement dit? Non, en fait, c'est tout le temps un cycle. C'est tout le temps un cycle parce que l'entreprise ne vit pas seule. L'entreprise vit dans un écosystème avec des changements technologiques, avec des changements de comportement de leurs clients, avec des changements d'enjeux parce qu'on est sur la mondialisation, donc tout est global. Donc l'entreprise n'est pas seule, il est dans un écosystème. Et cet écosystème-là l'impacte jour et nuit. Et maintenant, ces impacts-là, forcément, vont introduire des besoins de transformation de l'entreprise. C'est quelque chose qui va être cyclique. À tout moment, on regarde, est-ce qu'aujourd'hui, on démarre un projet de transformation, vu que les impacts ou bien les évolutions de notre écosystème nous imposent en fait cette transformation. Mais sur quelle base on se fonde pour dire que telle entreprise est désormais digitalement transformée? Je pense qu'il y a plusieurs paramètres qui nous permettent de... Ça peut se dire. Ça peut se dire, effectivement. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont même des références quand on parle de transformation digitale. Ce sont les fameux GAFA, donc les Google, les Amazon, les Facebook, les Microsoft. Pourquoi? Parce que les outils et les produits et services qu'ils mettent à disposition à leurs clients en fait, respectent aujourd'hui le niveau d'exigence de ces clients-là en termes de responsivity, en termes de flexibilité, en termes de disponibilité, en termes également d'anticipation des douleurs et des besoins. Donc, ils sont à ce stade-là. Oui, mais est-ce que l'avantage finalement de ces géants du numérique, comme on les appelle, est-ce que ce n'est pas le fait que, par exemple, la technologie soit leur cœur de métier? Est-ce que ce n'est pas une avance peut-être définitive qu'ils ont sur les autres? Effectivement, en fait, tout ça également, c'est relatif. En fait, c'est normal. Aujourd'hui, Google, il amasse beaucoup plus de données que n'importe quelle autre entreprise du monde. Donc, c'est très difficile de dire qu'un jour, une entreprise... Et Google est une entreprise technologique, au départ comme à l'arrivée.
effectivement, c'est technologique, c'est son cœur de métier. Donc, même les innovations technologiques aujourd'hui que les entreprises sont en train d'utiliser en interne, ce sont des solutions qui ont été utilisées longtemps en arrière par ces mêmes entreprises-là. Mais pour moi, c'est relatif. Une entreprise, il faut juste... ce n'est pas une stratégie de dire que je vais être comme Google technologiquement parlant, je vais être comme un Microsoft technologiquement parlant. Je pense que la démarche serait, voici mes objectifs stratégiques, voici les besoins étudiés de mes clients et je regarde comment la technologie, comment l'intelligence peut aider à transformer l'entreprise pour mieux adresser ces besoins-là de mes clients. Donc c'est quelque chose de relatif, quelque chose vraiment qui est lié en fait aux enjeux stratégiques de l'entreprise elle-même. Oui, et quel est l'argument que l'on utilise pour convaincre un patron d'entreprise que son entreprise doit se transformer? Plusieurs arguments peuvent être mis sur la table pour en fait convaincre de se transformer. Les arguments peuvent commencer d'abord, pour une entreprise, tout tourne autour de son client, du client, parce que l'entreprise, avant tout, c'est le client qui lui permet de faire du chiffre d'affaires, c'est le client qui lui permet en fait de survivre. Donc, quand il y a des difficultés, quand il y a des manquements sur la façon dont l'entreprise interagit avec le client, quand il y a des manquements à apporter des produits innovants à ses clients, quand il y a des manquements pour satisfaire le client, pour prendre en charge ses douleurs, pour pouvoir lui faciliter son quotidien en quelque sorte, l'entreprise a besoin d'intégrer ces transformations-là, d'intégrer ces technologies-là pour pouvoir apporter des réponses à ces problématiques-là. Oui, et au Sénégal, globalement, on se transforme. Si on pouvait avancer une petite note pour le Sénégal, globalement, on est à 12%, 10%, 13%, 80%. Ça va être très difficile de sortir un chiffre de pourcentage d'avancement. Parce que Est-ce qu'il y a une étude d'ailleurs pour vous, les acteurs de ce domaine, sur la transformation digitale au Sénégal? Est-ce qu'il y en a? S'il y en a également, moi je ne suis pas au courant. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on devrait en fait mapper le niveau de maturité du Sénégal, moi je pense que c'est à mapper par axe stratégique. En fait, si on prend sur le volet infrastructure, je dirais que le Sénégal est très bien positionné. Aujourd'hui, nous avons des data centers Tier 3, nous avons de la fibre optique un peu partout dans les grandes régions, nous avons une bonne couverture réseau. Donc aujourd'hui, je pense que sur le volet infrastructure, le Sénégal est bien placé. Maintenant, au-delà de l'infrastructure, il y a d'autres éléments. Par exemple, on peut prendre l'aspect de la formation, on peut prendre l'aspect des cas d'usage. Est-ce qu'on est réellement en avant? Je ne dirais pas. Merci beaucoup. Orange France, Accenture, RTE France, Veolia, Sonatel. Plus de 10 ans d'expertise et donc d'expérience. Cher Ndongo, merci de nous avoir rendu visite aujourd'hui. Merci beaucoup, Ousmane. C'était un plaisir de le recevoir pour ce dernier dimanche pas de l'année 2023, du mois de janvier. Merci infiniment, cher Ndongo. Merci, très chers amis auditeurs, pour la fidélité. Excellent dimanche et excellente semaine.